bonjour à tous, bienvenue à vous dans votre émission Ensemble c'est mieux sur France 3 Bretagne. On espère que vous êtes en pleine forme en ce vendredi matin. Et on a une qui est en pleine forme, c'est Céline Brûlé, elle est avec nous ce matin. Céline, vous nous parlerez de quoi? On va parler du nettoyage de sa maison avec des produits naturels. Parfait. Eh bien, le naturel, vous savez quoi, ça parle aussi à votre voisine, Agathe Duchesne. Bienvenue Agathe. Bonjour. Une cuisine naturelle et locale, c'est ce que vous nous promettez en général. Et de saison. Ah bah oui, bien sûr, c'est le triptyque. Merci beaucoup. À tout à l'heure, on a hâte de voir ça. Nous ferons un zoom ce matin sur les toits végétalisés, une toiture verte idéale pour vivre en harmonie avec notre environnement. Mais ce ne sont pas ses seuls avantages. C'est ce que nous verrons avec Julien Neveu, paysagiste dans le Morbihan, qui s'est lancé sur ce concept il y a déjà 10 ans. Et puis nous ferons le point sur la place de la nature en ville avec Jacques Leletti de la Maison de la Consommation et de l'Environnement de Rennes. Le festival Regard Croisé bat son plein au Palais du Grand Large à Saint-Malo. L'un de ses membres, Luc Leprêtre, nous présentera également la jolie programmation de cet événement qui montre que la différence est une source de richesse tant pour la société que pour les entreprises et qu'il fait évoluer le regard sur le handicap. Une jeune Malouine viendra nous présenter son projet musical et humanitaire. L'un et l'autre sont indissociables. Pour Ilmao, auteure et compositrice, elle lance un appel au financement participatif sur la plateforme Kengo pour sortir son premier album. Et puis enfin, on retrouvera Billy à la SPA de Rennes avec un nouvel animal à adopter, un ami pour la vie, comme dit Catherine. Voilà, c'est un petit chien ce matin. Bienvenue à vous tous. Comment allez-vous? Merci, très bien. Très bien. C'est la forme. Tout le monde a répondu au taquet, là, parfait. Bon, alors ce matin, on va parler de verdure, mais pas n'importe où, sur les toitures. Alors je vous propose tout de suite une petite introduction en images sur les toits végétalisés. Sympa la prairie sur ton toit? Ça s'appelle un toit végétalisé et c'est génial. 52% des Français estiment que la protection de l'environnement est prioritaire et sont prêts à changer leurs habitudes pour agir. Et si on commençait par le toit? Car un toit végétalisé, ça n'a quasiment que des avantages. Hiver comme été, il procure une isolation entièrement écologique et très efficace, qui fait chuter votre consommation énergétique de 30%. Sans parler de l'isolation phonique, 50% de réduction sonore. Et pour l'environnement et la santé, c'est top. Avec ces plantes qui absorbent les particules fines, les gaz polluants et fixent les poussières atmosphériques et les pollens, il réduit la pollution. Il permet la rétention et l'épuration des eaux pluviales et limite le réchauffement urbain. Utile en cas de canicule. Par-dessus le marché, c'est un véritable refuge de biodiversité. Oh, une abeille! Installer une toiture végétalisée ne nécessite que 2 conditions. Que votre pente de toit n'excède pas 35 degrés et que votre structure puisse en supporter le poids. Comptez un minimum de 5 cm d'épaisseur et un prix d'au moins 40 € au mètre carré. Il existe même des kits à poser soi-même. Sachez enfin que végétaliser son toit lui permet de durer 2 fois plus longtemps en le protégeant des variations climatiques. Alors, on se met de la verdure sur la toiture ? Bah oui, on va se mettre de la verdure sur la toiture. Il y en a un qui ne va pas dire le contraire, c'est Julien Neveu. Bonjour. Bonjour. Vous êtes paysagiste et directeur fondateur d'une entreprise qui s'appelle Art Végétal, qui est basée à Inguinel, c'est ça, Inguiniel, dans le Morbihan. Ouais. Depuis 10 ans, vous ne faites que des toits végétalisés. Vous étiez quand même sacrément précurseur. Assez, oui. Oui. Oui, vous êtes modeste. Est-ce que la demande a évolué? C'était plus des particuliers, plus des professionnels? Elle a littéralement explosé. Ah d'accord, comme ça c'est clair. Ouais, ouais. Au début c'était quoi? Plus des demandes de professionnels? Beaucoup plus le public, un peu les particuliers. Et aujourd'hui la tendance en fait s'est équilibrée, c'est-à-dire qu'on est quasiment à 50-50 en termes d'offres, de demandes. Entre demande de pro et demande de particuliers. Tout à fait, Est-ce qu'aujourd'hui toutes les toitures peuvent recevoir un toit végétalisé? Quasiment, bien entendu, vous l'aviez dit juste avant, en fait c'est fonction d'une pente et du support, mais quasiment toutes les toitures aujourd'hui peuvent recevoir une végétalisation. Alors vous intervenez sur la Bretagne, la Loire-Atlantique, la Normandie. On va voir un exemple de vos réalisations avec la Cité internationale de Rennes. Alors c'était une commande assez originale. Oui, tout à fait. C'était quoi? On vous avait demandé quoi? On nous avait demandé de faire une toiture qui ait un intérêt olfactif. Donc en fait, nous avions fait cultiver 800 mètres carrés de végétaux, exclusivement du thym, dans lequel là, on a rajouté quelques iris pyrénéens, des euphorbes pour donner un petit peu de biodiversité, enfin un petit peu de variété végétale à l'ensemble. Mais sinon, exclusivement du thym. Et ça sent très très bon l'été, c'est très agréable. Donc c'est un toit olfactif. Tout à fait. C'est incroyable, ça, on peut même aller jusque-là. Donc. Ouais. Alors on a envie de vous demander quand même, au niveau de la mise en œuvre, est-ce que c'est facile à mettre en place ou pas? Alors tout dépend bien sûr de l'accès sur la toiture.
Mais dans l'ensemble, oui, bien sûr, effectivement, c'est relativement facile. Oui. Vous proposez, alors vous travaillez pas sur des packs, évidemment, hein, vous êtes vraiment dans l'artisanal, on peut le faire, guillemets, mais oui, bien sûr. Quelle est la différence entre ces techniques différentes et la différence de prix également? Alors, le pack à mettre en œuvre est un produit un peu plus sophistiqué, plus complexe, mais beaucoup plus facile à mettre en œuvre en fait soi-même. Nous travaillons, comme on le voit à l'image, qu'avec du vrac, mais sur des surfaces beaucoup plus grandes. Quand on travaille chez soi, effectivement, on peut, sur des petites surfaces qui n'excèdent pas, je vais dire, 20 mètres carrés, on peut effectivement acheter ces packs. Tout fait, en fait. Tout fait, tout voilà, prêt à tout à l'emploi, fait. on va dire. Prêt à l'emploi. C'est plus cher un peu plus cher que de travailler le vrac. Oui, bien sûr. Et est-ce qu'au niveau du rendu, c'est différent? On voit vraiment la différence, oui? Un petit peu, oui, surtout l'hiver, en fait. D'accord. Alors pourquoi l'hiver en particulier? Parce que l'hiver, en fait, la végétation a tendance à se rétracter un petit peu, donc on va avoir tendance à voir le patchwork un peu de ces packs plastiques, chose qui n'arrive pas en fait quand on travaille donc en fait sur du vrac comme on le fait habituellement. D'accord. Sur le vrac, on estime à combien le coût au mètre carré, par exemple? Tout dépend de la surface, mais on va de 30 à 70 € du mètre carré. Tout dépend de la surface, de l'accès. Il y a beaucoup de choses qui diffèrent et de la végétation en fait que le client souhaite mettre en œuvre. Alors voilà, on va y venir justement à cette végétation. Est-ce qu'il y a des plantes, est-ce qu'on peut mettre tout type de plantes sur un toit ou il y a vraiment des plantes qui sont plus adaptées que d'autres? Alors, il y a des plantes plus adaptées que d'autres, mais la diversité végétale est très très large. On peut mettre énormément de choses. Pour donner, à titre indicatif, une valeur, 3500 plantes peut-être, qui va du bulbeux jusqu'aux succulentes. On peut mettre des condimentaires aussi, hein. On fait des toitures avec de la ciboulette. On a fait des toitures que de ciboulette, par exemple. La toiture de ciboulette. Oui, tout à fait. Ça sent très bon, c'est très floral, très beau, très mellifère aussi. Alors globalement, vous privilégiez une botanique alpine, hein, parce que quand même, il y a des conditions un peu compliquées sur un toit parfois. Tout à fait. On parle de botanique dite alpine parce qu'en fait, on est sur des plantes qui ont une panelle de résistance très très large. En fait, on va du très chaud au très froid, du très humide au très sec. Donc oui, effectivement, on parle de botanique dite alpine puisque le climat alpin étant très stressant pour une plante. Il faut des plantes très, très résistantes. Très résistantes, on imagine, par exemple. Sans compter toutes celles qui s'installent d'elles-mêmes après. Ah oui, en plus, c'est les invitées, quoi. Exactement, les oiseaux et le vent. Ouais. Vous, par exemple, des iris, des edelweiss Oui, tout à fait. Là, on voit des petites orchis militaris, orchidées sauvages, la rose devant les tulipes, qui se sont installées d'elles-mêmes. Et bien sûr, toutes ces tulipes que vous trouverez en milieu alpin, si vous allez vous balader, faire un peu de trek, vous trouverez tout ça. C'est magnifique. Hein, voilà, sur les chemins de randonnée, quoi. Bon, alors maintenant, on va parler de l'entretien. Et on a une question d'une téléspectatrice. Elle s'appelle Joëlle. Je vais vous laisser y répondre juste après. Bonjour, je suis intéressée par les toits végétaux et j'aurais voulu savoir comment les entretenir et surtout est-ce que ça va changer quelque chose sur ma consommation d'eau. Merci pour vos réponses, à bientôt. Alors, question très terre à terre, est-ce que ça va? Est-ce que c'est beaucoup d'entretien? Est-ce que ça demande beaucoup d'eau, par exemple, pour grandir ce toit? On peut ou non entretenir une toiture. Si on n'entretient pas cette toiture, en fait, la botanique va s'autoréguler d'elle-même avec le temps. Mais en fait, elle risque de s'amoindrir un petit peu du fait du manque de nutriments. Après, effectivement, entretenir une toiture est quelque chose de relativement simple. C'est-à-dire qu'on préconise 2 passages par an qui sont relativement rapides. À peu près 1 heure, il faut compter 1 heure pour 40 à 50 mètres carrés de toiture. Et puis les actions sont relativement simples, c'est-à-dire qu'au printemps, on s'occupe du végétal, on va nourrir le végétal, et à l'automne, on s'occupe du substrat pour réguler en fait et s'assurer que la chimie du sol se fait bien. Mais rassurez-nous, il n'y a pas besoin de monter avec son arrosoir sur le toit Du tout. C'est pas conçu pour être arrosé. Les toitures ne sont pas conçues pour être arrosées, tout à fait. On est d'accord. Vous dites que c'est la 5e façade de la maison. Tout à fait. Pourquoi ? Est-ce que vous portez de l'intérêt à votre toiture ? Pas vraiment. Pas tant que ça. Hein. Alors que quand on met des végétaux et quand cette toiture est fleurie, on la voit autrement et effectivement, on peut considérer cette toiture comme une 5e façade. Bon, écoutez, on va voir tout de suite avec Jacques Leletti, justement, la place de cette 5e façade, mais dans la ville, la place de la nature en ville. Jacques Leletti, vous êtes chargé de mission santé, environnement à la Maison de la Consommation et de l'Environnement de Rennes. Est-ce que ces toitures végétalisées prennent de plus en plus d'ampleur dans nos villes ? Petit à petit, comme l'évoquait monsieur. Donc effectivement, il y a une demande de plus en plus de personnes de vouloir végétaliser et aussi des pouvoirs publics parce qu'il y a des bénéfices aussi, comme on l'a vu dans le reportage avant, sur la température de la ville ou sur la gestion de l'eau
qui du coup ne nécessitent pas, par exemple, de refaire des réseaux d'eau, parce que l'eau va rester plus facilement sur la toiture. Alors, vous voulez dire qu'au lieu de descendre dans les collecteurs d'eau pluviale, c'est ça, elle va contribuer même à réduire les inondations? Oui, puisque l'eau, aujourd'hui, quand il pleut, ça arrive parfois chez nous en Bretagne, l'eau aujourd'hui finit dans la gouttière et finit dans les réseaux d'eau pluviale. Et plus on urbanise nos villes, plus il faut des réseaux de plus en plus gros et des bassins de plus en plus gros pour gérer. Et ainsi, avec des toitures végétalisées, l'eau reste, ça tamponne. Et donc, ça évite d'avoir des bassins de plus en plus grands, des réseaux de plus en plus gros. Donc, on gagne de l'espace, on gagne une capacité à reconstruire la ville sur elle-même. Fabuleux. Alors, ce n'est pas le seul intérêt en plus. Il y a un intérêt thermique également, vous dites? Effectivement, puisqu'on a souvent une toiture un peu plus épaisse. Aujourd'hui, beaucoup de toitures chez nous en Bretagne, c'est de l'ardoise. Et pour ceux qui vivent sous ces toitures, souvent ils se rendent compte que l'été, il fait un peu chaud. Oui. Il fait quand même aussi pas mal, il y a du rayonnement chez nous quand même l'été. Et le fait d'avoir une toiture plus épaisse, parce qu'il y a bien cette toiture avec du sol, permet d'avoir une meilleure isolation thermique et phonique, ce qui avait été évoqué. Du coup, dans les habitations, les logements qui sont juste en dessous, le confort est bien meilleur et aussi permet petit à petit de réduire ce qu'on appelle un îlot de chaleur urbain. C'est que notre ville est moins minérale, rayonne moins la nuit, parce que nos façades, nos 4 façades, rayonnent la nuit de la chaleur qu'elles ont accumulée, et en tamponnant et en amenant une matière un peu plus humide aussi dans la toiture, on amène un peu de fraîcheur. D'accord, donc on évite la surchauffe dans les logements. C'est ça. Et cela au niveau carrément d'un quartier finalement. Enfin, ça a un impact, mais pas seulement sur notre maison. C'est ça. C'est fou. On fait bénéficier à ses voisins aussi d'un effet, s'il y a de plus en plus de toitures végétalisées, à ce que l'îlot de chaleur urbain, la chaleur de nos villes, soit un peu atténuée. C'est très perceptible. Ah oui, vraiment? Vraiment. Ouais. On le ressent très clairement. Ouais. Et en termes de durée de vie de toiture, alors là, je vous repose la question à vous, Julien. Oui. Est-ce que ça améliore la durée de vie d'une toiture? Alors, pour le CSFE, la Chambre syndicale française d'étanchéité, c'est la meilleure autoprotection de toiture. C'est-à-dire qu'en fait, on dit souvent qu'on n'a pas assez de recul parce qu'on n'a pas assez d'années. En fait, les plus vieilles toitures que je connaisse ont plus de 30 ans et sont aujourd'hui encore en très bon état. Bon, mais il n'y a que des avantages, on regarde bien. Alors, autre avantage, peut-être le dernier, mais pas des moindres, sur la biodiversité, et vous, évidemment, c'est aussi votre préoccupation, Jacques Leletti. On trouve quoi sur ces toits comme faune et comme flore? Alors, on l'a vu, il y a ce qu'on amène lors de l'installation. Donc, on a une flore assez typique de milieu sec, parce qu'effectivement, bien souvent, ça s'assèche. On est sur une toiture en plein soleil, donc effectivement, il y a ce qu'on amène. Et après, il y a la végétation spontanée. Il y a l'environnement qui va être différent d'une région à l'autre, qu'on soit sur le littoral ou dans l'intérieur. Et du coup, on peut avoir des apports de plantes locales, mais qui vont bénéficier à beaucoup d'oiseaux, à beaucoup d'insectes. Et du coup, sur ces toitures, on va avoir beaucoup plus de diversité flore, mais aussi faune, qu'une toiture initiale qu'on pouvait avoir en ardoise où on aura au mieux du lichen. Donc c'est bon pour la biodiversité de toute la ville, puisque ça profite finalement à beaucoup d'insectes pollinisateurs. Effectivement, on a des abeilles et d'autres pollinisateurs qui vont utiliser ces surfaces pour, du coup, amener... c'est un milieu de vie, c'est un écosystème assez spécifique, mais c'est un écosystème bénéfique pour la biodiversité en ville. D'accord. Est-ce qu'il y a oui. Écosystème dont on fait partie. Eh bien oui, exactement. Oui. Est-ce qu'il y a des formations proposées par la Maison de la Consommation et de l'Environnement ou ces associations Alors, une de nos associations, Empreinte, qui fait de l'éco-habitat, fait découvrir les bénéfices de l'eau, de la biodiversité, et donc permettre de découvrir et inviter à franchir le pas. Parce que passer d'une toiture qu'on connaît tous, habituelle, à ces nouvelles pratiques, ça demande un effort. Donc le fait de découvrir sur une journée peut permettre peut-être de franchir le pas. De passer le cap, effectivement. Est-ce que ça vous tenterait les uns et les autres d'avoir une toiture végétalisée? Ah oui, il y en a. Stéphanie, oui. Oui, puis j'ai un toit plat, je me dis, ça irait super. Bon, on va discuter. Voilà, je pense que là, vous êtes au bon endroit au bon moment. Agathe, ça vous tenterait? Pour l'instant, je suis locataire, mais c'est vrai que si j'étais propriétaire, ça me tenterait bien. Céline, vous qui pareil, je vais essayer de convaincre mes voisins. Du coup, comme il y a un bénéfice, c'est ça. Ouais, c'est parfait. Luc, oui, ça vous tenterait aussi. Oui, je me demande si ça fonctionne sur les pavillons qui ont des toits comme ça. Tout dépend de la pente, en fait. Voilà. C'est vraiment...
Est-ce que c'est voilà, Ça autrement peut être le frein, quoi. Sur les pavillons existants, effectivement, c'est difficile de refaire une toiture pour ça. Mais c'est plutôt sur les créations. Bon, bah écoutez, en tout cas, on y pensera forcément à l'avenir pour tout projet immobilier. Jacques, vous travaillez également sur la mission santé-environnement et les produits ménagers, ça vous connaît également, hein, les produits ménagers naturels, et ça va être le sujet de Céline tout de suite. Naturel, effectivement, parce qu'on a tous dans nos placards des produits d'entretien qu'on trouve dans les grandes surfaces, mais pour amener de l'efficacité parfois ou du confort, on a des éléments chimiques. Et on ne se rend pas toujours compte que dans nos placards, accessibles parfois aux enfants, on a des éléments qui peuvent être nuisibles via notre respiration ou via le contact avec notre peau. Donc on a tout intérêt, effectivement, à passer à des produits naturels. Et ben voilà. Alors les produits ménagers qu'on fait soi-même, eh bien justement, vous allez nous donner quelques conseils, Céline, ce matin. Tout à fait. Et pour compléter ce que vous dites, il y a le magazine 60 millions de consommateurs, édité par l'Institut national de la consommation, qui a passé au crible 108 produits des détergents et pour voir leur niveau de toxicité. Et alors les résultats sont sans appel, il n'y en a que 10% d'entre eux qui sont jugés corrects. Et même les produits labellisés bio ne sont pas forcément sans impact sur l'environnement et sur notre santé. Donc, et au niveau de l'étiquetage, il y a une réglementation qui veut ils ont juste en fait à indiquer les familles de composants principales avec une fourchette de concentration. Mais tout ce qui est allergène et conservateur, ce n'est pas forcément indiqué. Il faut aller sur le site internet de la marque ou les appeler directement. Donc on ne sait pas forcément ce que l'on achète et le risque que l'on encourt en les achetant. Alors le mieux, c'est de faire soi-même. Voilà, le but, c'est pas de... On est sûr de ce qu'il y a dedans. Oui, exactement. Alors je vois que vous avez ramené quelques produits. Quels sont les ingrédients qu'on utilise pour ces produits nettoyants naturels? Alors le produit de base, je pense, c'est le vinaigre. Voilà, ça c'est l'indispensable dans les produits, dans les placards pour les produits d'entretien. C'est un acide doux qui va permettre de désinfecter, d'enlever le calcaire, d'adoucir le linge, de raviver les couleurs de votre linge également. C'est une base à laquelle on rajoute aussi le bicarbonate de soude. Oui, pareil, voilà. C'est le deuxième incontournable. C'est le deuxième incontournable, un abrasif doux qui va permettre de désodoriser, qui va permettre de déboucher les canalisations, par exemple. Et certains vont n'utiliser que les deux là, avec un citron et du sel. C'est les 4 produits principaux. Le citron, par exemple, petite astuce, vous le coupez en deux, vous mettez ça dans votre frigo quand vous avez du fromage qui sent fort. Ça va imprégner les odeurs et donc ça désodorise, donc très bien. Mais si on veut aller un peu plus loin, on a aussi le savon noir et le savon de Marseille qui vont être 2 produits dégraissants, nettoyants, très efficaces. Et j'ai oublié de vous dire, les cristaux de soude, c'est un cousin du bicarbonate qui est un peu plus puissant, qui va permettre aussi de détacher votre linge de façon efficace. Sinon, comme le montre l'image, ils évoquent les terres de Sommières qui vient d'Occitanie, près de Montpellier. C'est de l'argile couleur ocre qui permet de détacher à sec, en absorbant pendant quelques heures différentes matières. Ça peut être de la moquette, un tapis, un coussin, des rideaux. C'est très efficace. Et on peut agrémenter d'huiles essentielles pour les odeurs, et puis ça a des effets aussi intéressants pour les produits ménagers. Il faut juste savoir bien doser le tout pour qu'il y ait une efficacité au niveau du nettoyage. Est-ce que vous avez des recettes justement à nous donner à partir de ces ingrédients de base? Oui. J'ai quelques recettes à vous donner. Alors, je me suis concentrée sur ceux qu'on peut utiliser le plus régulièrement. Donc, pour nettoyer son sol, par exemple, 2 cuillères à soupe de bicarbonate de soude, 1 cuillère à soupe de savon noir, qui est ici, voilà, dans 2 litres d'eau chaude. La petite astuce, c'est que vous pouvez réutiliser des contenants vous les récupérez. Donc, encore dans cette idée d'écologie, 0 déchet, on récupère. Et donc, on met tout là-dedans. Vous mettez une petite étiquette pour rappeler ce que c'est et à quelle date vous l'avez préparé. Mais pour nettoyer le sol, voilà une recette que je peux vous donner. Les vitres. Ah, les vitres. Voilà. Le vinaigre, c'est la base de pas mal de produits, dont les produits à vide, donc 100 ml, 200 ml d'eau et des petites huiles essentielles pour l'odeur aussi. Donc, je conseille en complément un chiffon microfibre, bien évidemment, qui sera plus efficace pour nettoyer. Et le liquide vaisselle, 3 cuillères à soupe de savon noir, 1 cuillère à soupe de cristaux de soude, de l'eau tiède, 1 litre.
Et puis des huiles essentielles, pareil pour l'odeur. Et puis le citron qui va aider aussi à détacher un petit peu plus. Au niveau de la lessive, j'ai mis une recette que l'on peut laisser afficher. Mais j'avais envie d'en proposer une autre qui me semble de saison, puisque c'est à base de cendres. Et donc, voilà, l'hiver, on fait nos feux de cheminée, etc. Sachez que vous pouvez réutiliser les cendres de votre cheminée pour faire votre lessive, parce que c'est très efficace pour la blancheur de votre linge, par exemple, mais aussi pour dégraisser des taches de type sang ou huile, grasse, etc. Et on les c'est une intègre recette comment, ancestrale. Alors, du coup, parce que ça nous vous intrigue, tamisez votre cendre. Ouais. Vous pourrez en faire 3 verres au total. 3 verres de cendre tamisée avec 1 litre d'eau. Vous laissez reposer pendant 24 à 48 heures. Vous mélangez un peu de temps en temps quand même. Et vous versez le tout dans une bouteille avec un chiffon pour refiltrer encore et n'avoir que vraiment la matière qui va nous intéresser pour la lessive. Des petites huiles essentielles toujours pour le côté plaisant olfactif. Et je vous conseille d'ajouter également du vinaigre en adoucissant dans votre machine pour encore plus d'efficacité sur votre linge. D'accord. Alors, et si on veut en apprendre plus, est-ce qu'il existe des ateliers, des livres pour aller plus loin ? Oui, alors il y a la droguerie écologique. Il y a un site internet. Il met à disposition, c'est dans la catégorie Bon Plan, il y a un cahier de recettes qui explique vraiment ce que contient chaque produit, leur efficacité, ce qu'ils peuvent apporter et des recettes. Donc sur le site, vous pouvez les télécharger. Sinon, bien sûr, il y a des livres en librairie, dont un qui va parler de ce que je vous ai évoqué. Voilà, faire ses produits d'entretien maison, qui va reprendre beaucoup des produits que je vous ai énumérés aujourd'hui. Sinon, si vous voulez faire à partir des 4 ingrédients que j'ai évoqués tout à l'heure, le sel, le citron, le vinaigre et le bicarbonate de soude, il y en a un autre qui est très très bien fait, très bien conçu également. Je vous invite à aller en librairie, regarder un petit peu tout ça, et même il y a plein de blogs qui parlent de ces recettes. Merci Céline, et puis on va mettre toutes ces recettes sur notre page Facebook, la page Facebook oui. Ensemble c'est mieux de France 3 Bretagne. Merci beaucoup. Merci. Qui connaissait l'astuce des cendres là ? Personne. Si, quand même, oui. Bon, on va essayer. Vous essayez aussi, vous nous dites, et puis on en reparle. Merci. Luc le prêtre est avec nous également. Bienvenue, bonjour. Luc. Vous vous êtes absenté pour nous du festival et du Palais du Grand Large de Saint-Malo pour venir nous présenter justement cette nouvelle édition de Regards croisés qui bat son plein depuis hier et jusqu'à samedi. Est-ce que vous pouvez nous rappeler d'abord les objectifs de cet événement gratuit et ouvert à tous qui cherchent... Sensibiliser le maximum de personnes à l'emploi des personnes handicapées. C'est l'objectif principal de l'association. Ensuite, le festival permet de donner aux personnes handicapées la possibilité de s'exprimer artistiquement. Ouais. Donc c'est pour ça qu'ils viennent nous présenter tout un tas de courts-métrages qui sont maintenant en compétition, et à la fin de la journée, il y aura... Ce soir, un palmarès. Voilà, absolument, le palmarès qui sera remis par la présidente de cette année, qui nous a fait le plaisir d'accepter notre invitation, qui est Charlotte de Turckheim. Eh ben oui, pas n'importe qui. Alors le travail comme vecteur d'inclusion et d'indépendance, eh bien on va tout de suite en regarder une illustration avec un extrait du film qui a gagné le Grand Prix du jury l'année dernière. Il s'appelle Plus loin, et un film réalisé par Pierre Maubèche qui retrace le parcours de Gilles qui a trouvé sa voie professionnelle en intégrant un centre d'aide par le travail. On l'écoute. Je suis rentré dans un CAD en 81. C'était un CAD avec un foyer. C'était plus qu'à 1 heure de chez mes parents. Et c'est là que j'ai découvert l'imprimerie. Ça m'a beaucoup plu et j'ai persévéré pour obtenir un métier d'imprimeur. Le travail, pour moi, c'est très important. C'est une activité qui m'a plu tout de suite. J'aime aussi montrer aux autres ce que j'ai appris, ce que je sais faire. Pour moi, c'est très important. Je suis fier de mon métier. Un témoignage extrêmement touchant, extrêmement fort. On comprend qu'il ait gagné le Grand Prix l'année dernière. On a envie de vous demander, est-ce que les choses évoluent justement sur les problématiques liées à l'emploi des personnes en situation de handicap ? Alors, est-ce qu'elles évoluent ? Oui, dans le sens où de plus en plus de personnes comprennent qu'il faut faire quelque chose. Après, dans les chiffres, malheureusement, les personnes handicapées, c'est toujours au niveau du pourcentage de personnes au chômage, c'est le double de la population générale. Donc on est toujours dans ces chiffres-là.
Ensuite, oui, il y a quand même une prise en compte. Moi, je vois tous les partenaires qui sont avec nous pour organiser le festival, ils grandissent d'année en année. Et donc, ça veut dire que ces grandes entreprises qui nous aident, eh bien, elles ont compris. Ensuite, il reste encore vraiment beaucoup à faire, mais dans toute la société en général et donc le travail aussi en particulier. Mais il y a des signes positifs quand même. Et d'ailleurs, à cet égard, vous avez monté pour la première fois un job dating. Ça s'est passé mercredi à Saint-Malo. Et les résultats sont assez incroyables. Absolument, vraiment en partenariat avec la mairie de Saint-Malo, le festival Regard Croisé a organisé ce job dating qui a permis de faire venir 29 entreprises de tout le pays malouin. Et il y a plus de 100 participants qui sont venus. Et hier soir, les premiers chiffres qu'on a eus, c'est 7 embauches. Voilà, direct. Donc c'est un vrai succès et on était vraiment très très heureux. Les personnes avec qui on a pu échanger, que ce soit les entreprises qui étaient très heureuses d'être là et qui avaient une demande, et les participants, eux, ils se sentaient à l'aise pour pouvoir venir demander un emploi sans avoir à passer par la case. Vous savez, je suis handicapé, parce que de toute façon, c'était écrit d'abord dessus. Donc voilà, tout le monde était très bien et on espère pouvoir le refaire, bien sûr, dans l'avenir. Évidemment. On va parler maintenant du temps fort qui aura lieu demain, donc au Palais du Grand Large. C'est un événement avec une projection de court-métrage, mais alors il y en a beaucoup cette fois. Disons que voilà, on a un double événement demain et j'encourage vraiment tous les gens, que ce soit des gens de Saint-Malo ou évidemment autour, de se joindre à nous. Voilà, c'est ouvert, c'est gratuit et c'est au Palais du Grand Large de Saint-Malo. Donc nous avons d'abord toute la journée de 10h à 18h30 le Extraordinary Film Festival qui se joint à nous, donc de Luc Bolland, qui normalement se déroule à Namur. Et là, ils nous ont offert ces films pour tous les gens qui voudront venir les voir. Ce sont des films internationaux. Une quarantaine de films, c'est ça ? Voilà, absolument. Venus du monde Il y a entier. des films d'animation pour les enfants le matin de 10h à 11h15, des films qui viennent d'Asie, d'Europe, des États-Unis, d'Australie. Donc vraiment, venez, vous serez surpris, vous serez touchés et... vous serez récompensé vraiment en venant. Et le soir, on a un autre événement qui nous tient à cœur. C'est aussi offert à tous les gens qui voudront se joindre à nous. Le film Chamboule tout, d'Éric Laven. Qui est sorti au début de l'année. Voilà, absolument, avec Alexandra Lamy et José Garcia. Et José Garcia nous fait l'honneur de venir à partir de 19h, les gens sont invités à venir. Il y aura une rencontre avec José Garcia qui sera sur la scène pour présenter le film. Par rapport au film qui parle des aidants. Qui parle des aidants, absolument, et de la difficulté d'aider un conjoint, un parent qui est d'un seul coup atteint d'un handicap. Et donc... et de cette quotidienneté, mais en même temps de l'amour que ça peut générer. Donc c'est un beau film et il ne faut surtout pas hésiter à venir nous voir. Merci beaucoup Luc, je crois qu'on ne va pas hésiter. Et alors il y en a une qui sera voisine justement, elle est malouine. Bonjour Stéphanie Rowe. Bonjour. Je pense que vous allez aller faire un petit tour. Peut-être vous connaissiez le festival Regard Croisé ? Non, je ne connaissais pas et ça me donne très envie d'y aller. Oui, ça ne pas manquer, je vous le confirme. Vous êtes, auteure et compositrice, votre nom d'artiste, justement, c'est Ilma Aude. Ça fait longtemps que vous faites de la musique ? Oui, ça fait longtemps, mais c'était en amateur jusque-là. Et puis, depuis le mois de septembre, j'ai décidé de vraiment me donner ma chance. J'étais prof d'espagnol avant. Et je jouais toute seule dans mon coin parce que j'étais trop timide. Et j'avais vraiment un manque de confiance. Et puis... j'ai eu une période oui, j'ai eu une période un peu difficile dans ma vie et je me suis plongée dans la musique. Ça m'a vraiment aidée à me trouver. Et puis, suite à ça, j'ai composé 15 chansons, une quinzaine à peu près. Et puis, petit à petit, j'ai gagné un tremplin l'année dernière, il y a 1 an, le tremplin Virgin Radio. Sans y croire, j'avais envoyé ma démo comme ça. J'ai gagné et puis je me suis dit, allez, il faut que je me donne ma chance, c'est maintenant. Et puis vous avez gagné ce tremplin. Alors c'était une prise de risque, mais les choses se sont bien enchaînées, on va dire ça comme ça. Ouais. Vous avez un titre qui est un peu emblématique de votre démarche, il s'appelle Somos. Il est né comment ce morceau, dites-nous ?
Quand je l'ai composé, je me suis dit, ça sonne un peu africain, un rythme un peu africain, mais bon, je ne savais pas parler africain, enfin, aucune langue d'Afrique en tout cas. Donc, j'ai contacté une amie qui habite à Madagascar, qui m'a aidée à l'écrire, cette chanson. Et puis, de fil en aiguille, je suis allée la voir à Madagascar et je me suis dit, c'est super, on va tourner le clip là-bas, on va faire une flash mob avec les enfants. Et puis, du coup, j'ai rencontré l'association des rêves, une ONG dont je suis marraine maintenant. Et voilà, on voit une photo de Johan, le président de l'association, avec tous les enfants de Tana, la capitale, où il est en train d'ouvrir un nouveau centre. Et donc, on a tourné ce clip avec les enfants et c'était une expérience incroyable. Incroyable. Ouais. Alors, on va justement voir un extrait, puisque vaut mieux quand même le voir en image tout de suite. La belle énergie de la musique d'Ilmao. Quand on vous voit en communion comme ça avec ses enfants à Madagascar, on a le sentiment pour vous finalement que le projet musical il est devenu indissociable du projet humanitaire en fait. Bah oui, en fait les deux ont démarré en même temps et j'avais toujours voulu faire de l'humanitaire et je me suis dit c'est l'occasion avec la musique, voilà, ça rassemble les gens et ça permet de véhiculer des belles valeurs. Donc pour chaque vente, vous reversez 2 € à l'association et vous avez même lancé un merchandising, on va dire, artisanal local. Vous travaillez avec des artisanes sur place ? Oui, voilà. J'ai découvert des artisanes malgaches qui font un travail formidable et c'est vraiment magnifique ce qu'elles font. Donc j'ai décidé de leur acheter des sacs, des paniers, etc. et de les revendre commerce équitable et solidaire puisqu'il y aura une partie reversée aussi à l'ONG. Alors, vous montez un appel au financement participatif sur la plateforme Kengo parce que vous allez sortir un premier album, un premier EP, comme on dit. Il y aura combien de titres ? 6 titres. 6 titres, d'accord. Et cette cagnotte, il reste une quinzaine de jours, c'est ça moins que ça. Alors, une petite semaine. Une petite semaine. Alors, on va faire. Voilà. Il faut faire vite, on va le dire aux téléspectateurs. Ça vous aidera à sortir ce premier album ? Voilà, ça m'aide à sortir mon premier album, à financer la production. Et puis aussi à me lancer dans le merchandising autour de l'album en commerce équitable et solidaire. Voilà. Et vous avez un autre projet, c'est de carrément monter un concert au cœur du bidonville. Voilà, donc en fait, Johan, le président de l'association, est en train de monter un nouveau centre à Tana, au plein centre du bidonville. Et on a vraiment ce projet, donc après il reste à le mettre en place, mais de faire un concert, même un événement avec du street art aussi, parce qu'il y a un groupe là-bas d'artistes, chanteurs, street art et tout ça, qui est super motivé aussi. Donc voilà, ce serait de monter un événement au cœur du bidonville. Que dire de plus, hein, Céline, ça vous fait réagir? Bah oui, franchement, c'est un magnifique projet. Donc il nous reste une petite semaine, on l'a bien compris, pour vous aider sur la plateforme Kengo. On va sur kengo.bzh. Et puis vous reviendrez nous parler du volet écologie, parce que ça aussi, ça vous tient vraiment à cœur. Beaucoup. Dans mes textes, on retrouve beaucoup. Ce sera l'occasion de revenir une prochaine fois. Merci beaucoup, Stéphanie. Merci. On va maintenant parler de cuisine. Agathe, c'est l'heure. On s'approche de midi. Il va falloir nous mettre l'eau à la bouche maintenant, mais on vous fait confiance pour ça. Quel menu vous nous proposez pour la semaine à venir ? Alors, il y aura un peu de courges, vu que voilà, c'est la saison. Je vous propose notamment, dès lundi, de commencer avec une soupe de patidou. Je ne sais pas si vous connaissez le patidou. C'est une très jolie petite courge qu'on utilise plutôt en décoration. En France, on ne l'utilise pas forcément en cuisine. Et pourtant, on devrait vraiment le faire, puisqu'elle a un goût légèrement sucré et une odeur de châtaigne lorsqu'on la cuit. Donc, avec cette courge, on va récupérer la chair pour faire une soupe. Et on va garder le contenant de la courge pour accueillir la soupe et voilà, l'utiliser comme contenant.
Ça a l'air bon. Alors ça, c'est pour le plat, le dessert. Et pour le dessert, un carrot cake léger aux pépites de chocolat et aux noix. Donc je dis qu'il est léger parce que je l'ai réalisé avec du sucre de coco. Le sucre de coco, nous, on ne connaissait pas. On a fait un petit test dans le bureau. Moi, je ne connaissais pas le sucre de coco. Non, franchement. Le sucre de coco, c'est un sucre qui est réalisé à partir de la sève de la fleur du cocotier. Et donc ce sucre-là, il est intéressant parce que c'est pas un sucre raffiné. Il a un indice glycémique de 30 contre 70 pour le sucre blanc. Donc il va être mieux assimilé par notre corps et justement c'est un sucre naturel. Donc on peut vraiment l'utiliser en pâtisserie, je vous le conseille. Mais tu le trouves facilement en magasin ? Oui, maintenant on le trouve vraiment beaucoup en grande plus. surface. Grande surface aussi. Oui. Parfait. Une belle idée. Il y a des grandes marques qui ont commencé à le commercialiser. Donc... Impeccable. Passons au mardi. Alors, le mardi. Pour le mardi, c'est la pleine saison du brocoli. Donc, je vous propose un gratin de brocoli, saumon, oignon, pommes de terre et de lier tout ça avec une sauce béchamel. Parfait. Et dessert. Et pour le dessert, une salade de fruits au sirop d'érable et au zeste de citron. Donc, je viens juste de revenir d'un voyage au Canada. J'avais forcément envie de vous mettre un petit peu de sirop d'érable dans mon menu de cette semaine. Donc, le sirop d'érable, on va l'utiliser pour sucrer la salade de fruits. Et en fait, lui aussi, il est très intéressant au niveau de sa composition. C'est un sucre qui est vraiment naturel. Même la récolte est très, très écologique. Et il a lui aussi un indice glycémique qui est bas puisqu'il est de 55 contre, on le rappelle, 70 pour le sucre blanc. Donc lui aussi, il va être bien assimilé par notre corps et c'est un sucre non raffiné. Comme ça, on peut se resservir 2 fois. Voilà, parfait. Et en plus, il a beaucoup d'antioxydants, 3 à 5 fois plus que le miel. Parfait. Mercredi. Pour le mercredi, là, je vous propose de faire le plat et le dessert avec une seule courge, le potimarron. Donc, on va couper le potimarron en 2. Avec la première partie, on va faire des légumes rôtis avec aussi des tranches de panais et de potimarron qu'on va faire revenir avec de l'huile et faire rôtir au four. Vous accompagnez ça avec la protéine de votre choix. Et pour le dessert, on va cette fois-ci faire des tranches de potimarron et de coin pour faire une tarte en la parsemant un peu de romarin et d'amandes. Et ce qui est bien pour cette recette, c'est que normalement, le coin, on est souvent obligé de le pré-cuire. Donc là, vous avez juste à couper des tranches, à mettre tout ça au four. Et voilà, avec la cuisson, il va être très tendre. C'est le tout potimarron pour le mercredi. Exactement. Allez, jeudi, qu'est-ce que vous Pour nous le proposez ? jeudi, un boboon au bœuf. Donc le boboon, c'est un plat d'origine vietnamienne. Céline, elle tient plus. Là, ça y est, on arrive au jeudi, elle commence à se lever. Ça donne tellement faim. C'est un plat qui est composé de vermicelle de riz, de bœuf sauté et de crudités. Donc vous pouvez changer ces crudités au fil des saisons. Moi, j'ai mis des carottes et de la salade. Et vous l'assaisonnez avec un peu de coriandre et de cacahuètes concassées. D'accord. Le dessert ? Et pour le dessert, des pommes en sucette. Donc là, il faut en fait couper des tranches de pommes assez épaisses pour venir y planter un petit bout de bois. Vous trempez ces tranches de pommes dans le chocolat fondu, vous parsemez de noisettes et vous laissez prendre un petit peu au froid pour que ce soit croquant. C'est une super idée, ça. Vous pouvez changer les noisettes, vous pouvez les troquer contre du sarrasin torréfié, des noix de pécan, du moment que ce soit croquant en fait. Allez, c'est simple à faire. Oui, en fait, c'est simple, chouette, belle idée, on va tester. Et vendredi, alors, et pour finir, un plat assez réconfortant, une quiche à la fourme d'Ambert, poire et noix. Donc là, c'est une recette végétarienne, mais pour aussi les amoureux du sucré salé, puisqu'on va marier la poire avec le fromage. Et on va avoir la noix qui va apporter du croquant à notre quiche. Et pour le dessert, un gâteau de crêpes. Donc là, il va falloir réaliser une 20aine de crêpes. Ça, c'est la recette light de la semaine. Je me suis dit vendredi. On s'est économisé toute la semaine, mais là, par contre, là, on se lâche. Là, c'est vendredi, on y va. Et donc, on fait une 20aine de crêpes et on monte en fait en étage en mettant une couche de ganache au chocolat entre chaque crêpe. Et donc, c'est assez consistant comme gâteau. Vous pouvez facilement inviter tous vos voisins. 8-10 personnes. Et des toutes petites parts. Hein. C'est ça. Merci beaucoup, Agathe. Qu'est-ce qui vous tente les uns les autres ? Vous allez essayer quoi ? Tout. Hein. Si tu invites, je suis là. Ah ben voilà, c'est ce qu'il faut. Luc, le gâteau de crêpes peut-être, je ne sais pas. Oui, j'aurais... Enfin, c'est un vrai plat d'hiver, quoi. C'est ça.
c'est le plat qui tient au corps et qui tient chaud. Hein, voilà. Merci beaucoup pour ces belles idées. On va tester tout ça la semaine prochaine. Allez, pour l'instant, on va retrouver Billy à la SPA de Rennes avec un ami pour la vie à adopter. On vous retrouve, Billy. Bonjour. Bonjour. Alors ce matin, on a ce petit loulou. Qui s'appelle Gibbs. Gibbs. Moi, j'ai eu un chien qui s'appelait Gibbs aussi. Alors comment il va, lui? Alors, il va pas très bien, parce que ça fait trop longtemps qu'il est chez nous, en fait. Alors, Pichou? Ça fait 1 an et demi, presque 2 ans qu'il est là. Ouais. Donc ça commence à faire vraiment longtemps pour lui. D'accord. Voilà, c'est un chien qui a été abandonné parce qu'il avait des problèmes de comportement, de fugue notamment. Et puis ça se passait très mal avec les autres animaux. Alors la fugue, c'est complètement passé, hein, parce que même ici, il ne cherche pas du tout à fuguer. C'est juste un chien qui a besoin d'activité. Voilà, c'est un adepte du canicross. C'est un pur bonheur, d'ailleurs. Hein, canicross, c'est quand on court avec son chien. Et c'est vrai que c'est un chien que j'ai découvert grâce au sport et du coup qui a aussi évolué énormément sur ses problèmes de comportement grâce au sport. D'accord. Donc le sport a permis de l'aider dans son comportement. Donc on cherche vraiment une famille sportive qui saura combler ses besoins parce qu'il en a besoin vraiment. Avec les enfants, il n'y a pas de souci? C'est un amour de chien. Il est très très gentil avec l'humain. Avec ses congénères, il a énormément évolué. Maintenant de là à vivre avec, non, on évitera. Là, on a les chats juste à côté dans la chatterie. A priori, c'est pas non plus. Voilà, c'est pas un chien qui est très violent, on laisse et tout ça, mais il faut savoir le gérer. C'est un chien qui a de la force, mine de rien. Il a 8 ans, mais si c'est un sportif, il a mais c'est un grand sportif. Mais une fois canalisé, c'est un petit chaton adorable, très posé. C'est un amour de chien. Voilà, il y aura du temps sportif, du temps repos, tout ce qu'il faut. Exactement. C'est un chien très polyvalent. Bon alors petit bonhomme, hein? Ouais, c'est vrai qu'il est mignon comme tout. Il a une petite tête de boxer un petit peu, j'ai l'impression. Alors il est croisé canet corso, ça ressemble au boxer. Et il doit avoir un petit peu de border collie aussi, d'où sa sensibilité. D'accord. Voilà, et puis son dynamisme aussi. C'est un chien qui a du mental, heureusement d'ailleurs, parce que ça fait un bail, hein, comme je dis, qu'il est chez nous. Mais voilà, on voit qu'il a besoin de se raccrocher à quelqu'un. Donc là, il manque sa famille. Équilibré ce petit bonhomme là. Il a énormément évolué. Maintenant, il est temps. Vraiment, il est temps. Ça coule. Eh bien, écoutez, on est là au refuge SPA à Rennes pour Gibbs. Il était là. Venez le chercher, vraiment. C'est un grand SOS qu'on lance. Eh ben, ouais. Notre petit coup de cœur, j'ai l'impression. Vraiment, c'est un chien petit Gibbs, c'est notre coup de cœur. Qui me tient vraiment, vraiment à cœur. Bon, eh ben, gros bisous tout le monde et puis bon après-midi. Ciao. Voilà, Gibbs compte sur vous. Alors, comme dirait Céline, alors ça peut être pour les sportifs, mais pour les non-sportifs, pour les feignants même, on peut dire. Voilà. Parce que le canicross, c'est ça, c'est qu'on se fait tirer par le chien. Ça peut être motivant, enfin, ça peut faire courir, en tout cas. C'est ça. Merci à tous. Agathe, vous avez déjà adopté un chat, vous, à la SPA de Rennes? Oui, à la SPA de Rennes. Bon, et tout se passe bien? Oui, super bien. C'était difficile d'en prendre qu'un, puisqu'ils sont tous mignons, mais... Voilà. Bon, allez, vous avez fait un choix et puis c'est sûrement le bon. On vous remercie infiniment d'avoir été à nos côtés. C'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve lundi à 10h45. On se penchera notamment sur l'assurance vie. Dans quelques instants, vous retrouvez votre série Itinéraire Bretagne avec un best-of de cette semaine consacré aux métiers atypiques. Une série proposée par Sylvaine Saliou et Valérie Chopin. Voilà. À midi, vous retrouverez évidemment votre journal régional. On vous souhaite une très belle journée sur France 3 Bretagne, un bon week-end. On se retrouve lundi. Kenavo.